Présenté par Raphaël Kahn. La deuxième partie de notre débat, la France pourrait donc perdre son triple A, une perte qui aurait évidemment un impact sur la zone euro, qui est peut-être aujourd'hui au bord de l'éclatement. Je vous le disais, Nicolas Sarkozy est en route ce soir pour Francfort, où il va rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel. Cette dernière qui multiplie les déclarations alarmistes. Ce soir, elle affirme si l'euro échoue, eh bien ce sera toute l'Europe qui aura échoué, mais nous ne le permettront pas. Alors la zone euro est-elle au bord de l'implosion? On va en parler ce soir avec nos invités sur le plateau. Élie Cohen, économiste, professeur à Sciences Po, directeur de recherche au CNRS, membre du Conseil d'analyse économique. Christian Saint-Etienne, professeur d'économie à Paris-Dauphine, membre également du Conseil d'analyse économique, et Benjamin Coria, qui est professeur d'économie à Paris 13 et co-président des économistes atterrés. Avant de reprendre notre débat sur l'éclatement probable peut-être de la zone euro, je voudrais quand même rapidement, Élie Cohen, qu'on revienne sur la France donc, qui pourrait perdre son triple A. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour éviter de perdre ce triple A? Parce qu'on rappelle que c'est quand même très important, c'est ce qui permet à la France d'emprunter à taux faible sur les marchés. Quelle est la solution aujourd'hui? Il y a deux problèmes différents qu'il faut régler. Le premier, c'est qu'il faut réussir ce fameux sommet européen de Bruxelles. À ce fameux sommet européen de Bruxelles, on va prendre plusieurs décisions. C'est ce week-end. C'est ce week-end. La première décision, c'est qu'il faut vraiment régler le cas grec, c'est-à-dire l'incapacité dans laquelle on a été depuis le début à traiter correctement le cas grec est une des sources principales de la difficulté, parce que c'est à la base du mécanisme de contagion qui a, de proche en proche, atteint les différents pays européens. Mais c'est quoi régler le cas grec? Ça veut dire que la grecque est en défaut non, ça veut dire, partiel? Ça veut dire non. Ça veut dire qu'il faut restructurer la dette grecque, il faut accepter probablement un abandon de 50 ou 60% de la dette grecque, une décote, notamment pour les investisseurs privés. Il faut assurer le financement de la Grèce pour les 10 prochaines années, et il faut donner surtout des perspectives à la Grèce. Il faut leur permettre à nouveau de recroire en une capacité de développement. Il faut probablement mobiliser des fonds européens pour aider aux investissements en Grèce. Donc il faut traiter le cas grec et surtout faire en sorte que la singularité du cas grec soit correctement identifié et traité. Donc, ensuite, régler le cas grec. Deuxièmement, il faut se doter d'un outil puissant d'intervention pour faire face aux poussées spéculatives et sur les attaques sur les dettes des différents pays européens. Nous disposons d'un outil qui est ce fameux fonds européen, le FSF. Alors, il y a une proposition qui est, à mon avis, très intelligente qui a été faite. Il faut transformer en banque le FSF, ce qui permet de multiplier les capacités d'intervention de le FSF, qui aujourd'hui a une force de frappe de 440 milliards d'euros. Et si c'était transformé en banque, c'est-à-dire s'il avait une capacité de refinancement, notamment auprès de la Banque centrale, ça permettrait de faire face aux assauts spéculatifs. Et si on ne peut pas faire ça, alors il faut trouver un moyen pour faire en sorte que des attaques éventuelles contre la dette italienne ou espagnole échouent, notamment avec un plafond, ou plus exactement un plancher qui déclencherait automatiquement des interventions s'il était franchi. Et la dernière chose, Élie Cohen, il faut aussi réduire nos déficits. Alors ça, c'est le deuxième point, c'est traiter les risques de contagion par le développement de l'EFSF. Troisièmement, il faut effectivement mettre en place ce plan de recapitalisation. La bonne technique, à mon avis, c'est de mutualiser l'effort de recapitalisation. Il ne faut surtout pas que ça soit fait sur une base nationale. Donc ça, des recapitalisations des banques, là, en l'occurrence? Absolument, des recapitalisations des banques. Ça, c'est l'enjeu du sommet européen. Je crains malheureusement qu'on n'atteigne pas des résultats très satisfaisants sur ces trois fronts. Et puis, parallèlement à ça, il faut qu'on traite nos propres problèmes. Mais alors justement, comment nos déficits... Alors, Benjamin Coria, est-ce qu'il faut, vous allez me dire si vous êtes d'accord, des plans d'austérité pour réduire aujourd'hui nos déficits? Ma réponse est très simple. La trajectoire de réduction des déficits sur laquelle on s'est engagé, il faut absolument la respecter. Et donc, ça veut dire concrètement, il va falloir trouver probablement dans les mois qui viennent 10 milliards d'euros supplémentaires d'augmentation des impôts ou de réduction des dépenses pour être dans la trajectoire de réduction des déficits. Benjamin Coria. Oui, je voudrais dire deux ou trois choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Élie Cohen vient de dire, et notamment que l'urgence aussi, c'est de réduire nos déficits et qu'il va falloir augmenter justement la fiscalité, hein? Alors, je vais dire pour l'essentiel, non. Plusieurs points. Premier point, oui, il faut traiter le problème grec, et on l'a extrêmement mal traité, mais une fois qu'on l'aura traité, on aura le problème italien, on aura le problème espagnol, on aura, etc. Le problème français, peut-être. Voilà, et le problème français. Donc, c'est bien de traiter le problème grec, mais à ce stade, il nous faut des solutions qui soient bien plus globales et bien plus ambitieuses. Ça, c'est mon premier point.
Mon deuxième point, c'est pour dire que un fonds d'intervention pour contrer la spéculation des marchés financiers, oui, pourquoi pas, ça peut être une mesure transitoire, intermédiaire, mais on ne calmera pas les marchés financiers. Je pense qu'il faut quand même apprendre de ce qui s'est passé, non seulement dans les crises antérieures, mais dans la crise actuelle. Et donc, je reviens au point où j'étais juste avant la pause. Juste avant la pause. Tant qu'on laisse la dette publique entre les mains des marchés financiers et qu'on laisse la possibilité pour eux de spéculer. Non, mais l'alternative, c'est quoi alors? J'y viens. Donc, le degré 0, c'est la proposition d'Eli Cohen. Une capacité d'intervention. Il va y avoir un degré 1 et 2. Absolument. Le degré 1, c'est une communalisation des dettes à travers la Banque Centrale Européenne qui lève de l'argent pour les États. Ce qui va supposer des négociations entre les États et la Banque Centrale Européenne, mais c'est absolument normal dans ces conditions-là. Et puis, il y a encore mieux, c'est la solution qui a ma préférence, et je veux pas me dire, il ne faut pas me dire qu'elle est irréaliste, parce que toutes les autres le sont tout autant, puisque les Allemands ne veulent d'aucune de ces solutions-là, c'est revenir à une situation dans laquelle la Banque Centrale Européenne peut directement acheter des dettes. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut sortir... On revient à avant 73. Ouais, c'est ça. Christian, c'est très clair. On annule des éléments centraux de la déréglementation financière. Oui, bien sûr. Je pense que compte tenu du débat qu'on a déjà eu, il faut revenir à la question que vous avez posée à plusieurs reprises, qui est la situation française, comment éviter de perdre le triple A. Parce que Christian Saint-Etienne, je voudrais qu'on regarde, pardonnez-moi, je voudrais que vous rebondissiez là-dessus, qu'on regarde, si vous voulez bien, le cercle vicieux, en fait, si on perd demain notre triple A, pour que les gens comprennent bien, et si vous êtes d'accord avec ce schéma, c'est dans le Parisien aujourd'hui, une agence de notation abaisse la note d'un pays, je ne sais pas si on peut voir, ça serait bien, cette carte. Ce pays emprunte, donc ça veut dire plus cher sur les marchés, ce qui alourdit encore la dette, voilà ce qu'on voit. Le gouvernement prend donc des mesures pour réduire les dépenses. On arrive donc à un plan d'austérité qui réduit la croissance et la dette est à nouveau abaissée. Voilà, donc c'est bien le risque qu'on veut éviter. C'est bien le risque qu'il est, tel que vous venez de le montrer. Donc, et comment faire pour l'éviter? Si vous voulez, si on revient au diagnostic qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire une Europe du Sud, mais pour moi l'Europe du Sud c'est France, Italie, Espagne. Une Europe du Sud qui est en grande difficulté. Et le seul point d'accord que j'ai avec Benjamin, c'est effectivement que si on règle le problème grec, on aura derrière le cœur du problème, c'est France, Italie, Espagne. C'est en réalité ça. Parce que d'une certaine façon, s'il n'y avait pas de problème de France, Italie, Espagne, très objectivement, moi j'ai défendu ça depuis longtemps, on aurait fait on ferait un chèque à la Grèce, ça serait désagréable, mais on ferait un chèque de 150 milliards d'euros, puis c'est terminé. On n'en parle plus. Mais en réalité, si on fait ça, ça n'aura pas réglé le problème de France, Italie, Espagne. Donc ce qui est absolument nécessaire, mais la France de ce point de vue-là est exemplaire, mais en plus c'est quand même un pays qui nous concerne directement, c'est que nous devons reconstruire un secteur productif compétitif. Nous avons perdu en compétitivité. De ce point de vue-là, ce qui est clé, c'est moins le déficit des finances publiques que le déficit extérieur. Alors, sans faire de cours, il faut quand même rappeler que le déficit extérieur traduit l'écart entre l'épargne nationale et l'investissement national. Donc, si vous avez un gros déficit extérieur, ça veut dire que vous n'êtes pas capable d'avoir une épargne suffisante pour couvrir vos besoins d'investissement et le déficit public. Et donc, si on veut éliminer ce déficit qui tourne à 70 milliards d'euros maintenant, c'est colossal, si on veut éliminer ce déficit, il y a deux solutions. C'est ce que vous avez montré dans votre graphique. Soit on fait des plans d'ajustement les uns sur les autres. Et c'est la situation grecque. In fine, vous cassez la croissance et vous n'obtenez rien. Soit vous relancez la production par un plan massif d'aide des entreprises pour reconstruire un appareil de production compétitif. Et donc c'est un enjeu majeur. Ce doit être fait en France, en Italie et en Espagne. Et c'est là que, je divergerai par rapport à ce qui a été proposé sur le Fonds européen de stabilité. Je suis contre la mutualisation des dettes. D'ailleurs, les Allemands sont totalement contre et ça n'adviendra pas. En revanche, qu'on utilise ce fonds ou la BEI
pour participer à un plan de recapitalisation, cette fois du secteur productif, avec un plan d'infrastructure significatif au sein de la zone euro, pour relancer l'offre et relancer la machine, ça, je pense que c'est un impératif. Ça, c'est un impératif. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi la fiscalité? Vous l'évoquiez tout à l'heure, Élie Cohen. Allez-y, Benjamin Corrière. Pour dire que, ça va peut-être vous surprendre, mais je suis plutôt d'accord avec ça. Je pense que la vraie question, c'est effectivement un différentiel de compétitivité et des différentiels de compétitivité en Europe qui creusent les abysses dans lesquels nous sommes. Ça veut dire qu'il faudrait faire deux zones euro, enfin une zone euro du Nord, et la France sort de la zone euro. Soit on fédéralise la zone, comme dans l'exemple que j'ai pris pour les États-Unis, pour régler ce problème de divorce de performance entre le Nord et le Sud. Sinon, malheureusement, je le crains, c'est pour ça que j'avais écrit la fin de l'euro il y a 2 ans que je ne souhaite pas. On va aller à 2 zones parce que ça ne sera, on pourra. Et la France sera du Sud, du côté du Sud. Malheureusement, parce qu'on est on est le pays le plus fragile parmi les tripleurs. Que si on ne veut pas se perdre, il ne faut pas confondre les horizons. Et là, on est en train de confondre les horizons temporels, je suis désolé. Il y a un problème de court terme, il y a un problème d'urgence. C'est comment on traite l'incendie, maintenant. Et les solutions que j'ai avancées tout à l'heure, c'était pour essayer de traiter l'incendie maintenant. Oui, parce que ça prend du temps, ce que propose Christian Saint-Étienne. Parce que si on doit changer de modèle de production, si vous voulez, avant que la France redevienne un pays industriel, exportateur, avant que les pays du Sud redeviennent... Tu permets qu'on a conscience de quoi faire. Non mais d'accord, simplement, je suis désolé, je ne veux pas qu'on confonde les horizons, je ne veux pas qu'on confonde les horizons et qu'on fasse naître des illusions. Donc premier horizon, c'est un horizon de court terme, il faut traiter l'incendie, et les solutions que j'ai proposées, c'était pour traiter l'incendie. Ensuite, il y a des horizons de moyen terme. Et là, la grande question, c'est vrai que nous sommes tous d'accord là-dessus, c'est est-ce qu'on va aller vers plus d'intégration et de fédéralisation, ou est-ce qu'on va accepter une logique de désintégration? Si on veut aller vers une logique de fédéralisation... Juste sur ce point, juste pour débattre sur ce point, tu ne peux pas complètement séparer les horizons. Tu ne peux pas changer les modèles productifs en 24 heures. D'accord, mais tu ne peux pas complètement séparer, parce qu'actuellement, on est en train de dire qu'il n'y a pas de problème en Europe du Sud si on règle le problème de la Grèce. Alors, en fait, il faut dire qu'on a un problème du secteur productif français, italien, espagnol. Non, mais tu dois le dire au même moment où tu règles le problème de court terme. Tu peux pas différer. On a commencé par dire que le problème de base, et nous étions d'accord là-dessus, le problème de base de la crise actuelle, c'est la divergence grandissante qui s'est installée entre les pays d'Europe du Nord et les pays d'Europe du Sud. Les politiques ne le disent pas. Non, mais nous, on le sait, et on l'a dit, et on l'a répété. Une fois qu'on a dit ça, on a plusieurs problèmes à traiter. On a un problème de court terme, c'est il faut arrêter le feu. On a un problème de moyen terme, c'est comment on règle cette grande division qui s'est instaurée entre le Nord et le Sud, et ça renvoie à des problèmes de modèles productifs et la divergence des modèles productifs. Entre un modèle productif extraverti, excédentaire, qui est celui du Nord, industriel, et un modèle plus basé sur la consommation et les services, qui est générateur de déficits récurrents de balance courante et qui est celui du problème du Sud, ça c'est un problème essentiel qu'il va falloir traiter. De même qu'il va falloir traiter l'échec des structures de gouvernance européennes, et notamment l'incapacité d'utiliser le pacte de stabilité et de croissance qui n'a pas eu les vertus disciplinaires qu'il était censé avoir. Donc il faut revoir également la gouvernance européenne. Et puis après, alors, dans une perspective de long terme, c'est toute la reconstruction de l'édifice européen d'un point de vue institutionnel, puisqu'on sait que le dispositif qu'on a eu n'a pas fonctionné. Et pour ça, il va falloir des révisions du traité. Sur ce point, malgré tout, en termes, si tu regardes même ce qu'écrivent les économistes de marché anglo-saxons, qui sont rejetés avec force par Benjamin. Mais si tu regardes ce qu'ils écrivent, non mais quand même, ils ont des éléments du débat qu'on a ici, c'est-à-dire qu'ils disent où sont les perspectives de croissance de la France, de l'Italie et de l'Espagne. Donc au moins sur ce point, ils ont une prise de conscience que c'est un point clé. C'est là-dessus que les questions de construction de la zone euro et d'architecture institutionnelle de la zone euro, c'est là que le financier et le réel se rejoignent. Parce que l'une des raisons pour lesquelles ces différentiels se sont creusés, c'est que la manière dont la zone euro a été construite, y compris avec la concurrence libre et non faussée, etc., a conduit... Non, mais je veux bien que tu rigoles, il y a plein de gens qui en rigolent pas du tout. Mais bien sûr que c'est le sujet, parce qu'on est dans une situation de compétition. Je peux dire un mot? Allez-y, Benjamin Corrière. Bien. On est dans une situation de concurrence fiscale entre les pays dans lesquels... Je suis un de ceux qui ont le plus dénoncé et ben voilà, mais il faut quand même le dire. Et donc, ces trajectoires divergentes sont aussi le produit de ces formes d'incitation tout à fait particulières dans lesquelles c'est la course
au moins comment dire, j'allais dire au moins 10 ans. Oui, d'une certaine manière. 10 ans fiscal et social. Et donc, c'est là qu'une partie des problèmes financiers et de dette se sont constitués. Juste pour pas que les gens qui nous écoutent pensent que c'est une confusion totale. Moi, j'ai écrit il y a 2 ans, dans la fin de l'euro, qu'il y avait 3 conditions pour réussir l'euro. Il y avait un gouvernement fédéral, un budget fédéral et une coordination économique, une coordination fiscale et sociale. Non seulement on n'y est pas, mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que contrairement à ce qu'on dit souvent, à l'intérieur des États-Unis, il y a coordination fiscale et sociale. Les grands systèmes fiscaux et sociaux américains sont fédéraux. Le système de retraite, Medicare, Medicaid, food stamps, l'impôt sur le revenu, tout ça est fédéral. Et l'euro, depuis le début, marche sur l'eau. Et la crise actuelle, c'est de se rendre compte qu'il n'a pas de flotteur. Et donc, il faut construire un État fédéral, un budget fédéral. Sinon, ce que vous dites depuis le début, on va aller vers l'éclatement. C'est quasi certain. Ça prendra différentes formes. Ça sera plus ou moins violent. Mais le plus probable, c'est que l'Allemagne sortira le jour où on viendra lui dire il faut donner 2 000 milliards à 3 000 milliards d'euros pour aider la France, l'Italie et l'Espagne à sortir de leurs difficultés. Les Allemands diront non. Élie Cohen, vous parliez, ça c'est, comme vous disiez, c'est pour le long terme, parce que demain, l'Europe fédérale, on va peut-être pas la faire demain. L'Europe fédérale pour le long terme, mais la crise avec l'Allemagne qui dit non, ça peut être la semaine prochaine ou dans 15 jours. C'est pour le prochain traité qu'il va falloir faire assez rapidement. Élie Cohen, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Pour le moment, pour éteindre l'incendie, il va falloir rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Les prévisions de croissance sont revues quasiment systématiquement à la baisse. On parle de 1,75%, ça va sans doute être 0,5, 0,6 peut-être. Pourquoi est-ce qu'on n'augmente pas la fiscalité en France? Notamment, la France est un pays qui consomme beaucoup, c'est un pays qui épargne aussi. Pourquoi est-ce qu'on n'augmente pas la fiscalité, notamment la TVA? Alors ça, c'est un problème, si vous voulez, de calendrier politique et électoral. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui du côté... Ça, c'est encore un autre problème qui va encore se greffer. Non, mais je veux dire juste en un mot. L'attitude, le pari que fait le gouvernement actuel et le président actuel, c'est qu'il faut tenir sans grande réforme structurelle et notamment sans grande réforme fiscale jusqu'à juin. Mais on n'a pas le temps. Tout le monde autour de cette table est assez d'accord pour dire qu'après juin... D'abord, on ne tiendra pas jusqu'à juin. Il faudra de nouvelles mesures. On ne tiendra pas, c'est clair. Il y aura d'autres mesures qui seront prises d'ici juin. Il y aura un collectif budgétaire en février qui corrigera ce qui a été fait jusqu'à présent. Voire en novembre. Donc ça, c'est une chose. Et après juin, je crois que tout le monde sera d'accord autour de cette table pour dire qu'on aura une vraie réforme fiscale, que ce soit la gauche ou la droite. Alors peut-être pas dans les mêmes directions, mais en tout cas, la remise en cause du système actuel, à mon avis, a beaucoup de chances de se réaliser. Un dernier mot très rapidement. Effectivement, si la croissance était de 0,5 au lieu d'un 5, on peut déjà chiffrer l'effort qu'il faut faire d'économie et de hausse d'impôts. C'est de l'ordre de 15 milliards d'euros. Donc il est vraisemblable qu'il faudra trouver 5 milliards d'euros d'économie, mais qu'on n'évitera pas 10 milliards de hausse de la fiscalité. Un dernier mot, Benjamin Macron, très rapidement. Non, mais c'est très rapide. C'est que je pense aussi qu'une réforme fiscale est tout à fait importante et que le problème de la France, c'est moins de dépenser trop que de ne pas prélever assez là où il aurait dû prélever. Il y a un rapport qui chiffre à 100 milliards d'euros les niches fiscales par an. Donc avec ça, on aurait des marges. Et une fois qu'on a ces marges et qu'on a trouvé un moyen de mettre un peu à l'écart les marchés financiers, et ça, je pense que c'est absolument clé, on peut repartir sur des chemins de croissance qui sont indispensables. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de France 24 pour débattre de cette crise dans la zone euro. Il y en aura encore l'occasion, ça sans nul doute, d'en parler dans les semaines et dans les mois qui viennent. Très belle soirée à vous tous. Demain, 19h10, à ne pas manquer l'émission politique de Roselyne Fèvre en partenariat avec nos confrères de Radio France Internationale. Roselyne qui recevra Jean-François Copé. Très belle soirée.